Jusqu'à ce que j'ouvre sa cellule, la fille loup-garou extraterrestre était emprisonnée dans l'avant-poste. Salutations de l'univers de la science-fiction. Dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette histoire. Le poste orbital de Tyros 9 était un monument à la détérioration. Des lumières vacillantes et un anneau géant de métal rouillé. Un flotteur dans l'impitoyable vide de l'espace. Un endroit où l'espoir et l'ambition ont trouvé leur fin. Billy le voyait comme un purgatoire que la bureaucratie d'entreprise avait minutieusement planifié. Une sentence suite à ce qu'ils ont décrit comme une insubordination mineure qui a été prononcée dans un bureau stérile des RH plutôt que dans une salle d'audience. Son refus d'approuver un contournement de conduit de plasma qui a économisé 300 000 crédits à l'entreprise, mais a réduit la marge d'erreur pour une surcharge catastrophique à un terrifiant point de pourcentage, avait été cette insubordination mineure. Il a été transféré des mondes centraux brillants à cette coquille oubliée pour ses ennuis après avoir argumenté et présenté des preuves. Son parcours professionnel s'est brisé comme une brindille desséchée. Il était désormais un concierge de haute technologie pour un géant mourant posant des pansements numériques sur les systèmes constamment en hémorragie de la station. L'air lui-même, un rappel constant de son déclin, avait un goût d'ozone et de désespoir recyclé. Et avec l'apathie pratiquée d'un homme qui avait accepté son destin sans vraiment y céder, il traversait les couloirs gémissant. Chaque jour était un cycle fastidieux de réparation de fortune, de rapports de diagnostic et du bourdonnement constant et sourd des machines engagées dans une lutte futile contre l'entropie. Son chemin s'écartait de la misère prévisible à laquelle il s'était habitué lors de l'une de ses tâches sisyphéennes qui consistait à traquer une panne de courant persistante qui causait des baisses de tension dans les secteurs inférieurs. Il n'avait jamais eu à entrer dans ce secteur auparavant, mais la panne l'a conduit profondément dans un bloc de détention restreint avec des portes blindées marquées de mises en garde sévères sur les risques biologiques et des mesures de sécurité strictes. Il a obtenu l'accès grâce à son autorisation qui était encore étonnamment de haut niveau. Les portes s'ouvrirent en sifflant pour révéler un couloir plus silencieux et plus froid que le reste de la station. L'air ici était différent, chargé d'une énergie qui faisait dresser les poils de son bras. Le vacarme habituel des tuyaux qui cliquetaient et des servomoteurs qui gémissaient avait été remplacé par un bourdonnement bas et menaçant. Il a suivi la signature énergétique fluctuante le long du couloir sombre en passant devant des cellules vides destinées aux employés indisciplinés jusqu'à ce qu'il arrive à la source. Ce n'était pas un conduit d'alimentation effiloché ou une boîte de jonction défectueuse. C'était une cage, une unité de confinement de pointe qui contrastait fortement avec le métal corrodé du reste du bâtiment, avec une lueur bleue maladive provenant de ses barres d'énergie scintillantes sur la cloison voisine. Et la fille loup-garou extraterrestre, la source des murmures étouffés et terrifiés de la station, était à l'intérieur baignée dans la lumière rouge sporadique d'une balise d'urgence défectueuse. Le Gnarling monstre enragé décrit dans les récits sanglants que les gardes de sécurité échangeaient autour d'un café tiède ne lui ressemblait en rien. Il y avait des rumeurs d'une bête d'une pure et aveugle agressivité qui avait mis en pièces 3 hommes pendant sa capture. Cependant, la créature devant lui avait une dignité contenue et troublante. Ses membres longs et minces étaient repliés près de son corps alors qu'elle était assise sur le sol métallique froid, immobile avec une qui semblait à la fois ancienne et déterminée plutôt que prostrée par la défaite. Une longue et fine queue était enroulée étroitement autour d'une de ses jambes, son extrémité frémissant presque imperceptiblement à chaque balayage de la lumière rouge, et elle était couverte de la tête aux pieds d'un pelage fin de couleur gris cendré. Il anticipait des griffes et des crocs, et bien qu'il puisse voir leur forme imposante, c'était son visage qui capturait son attention. Elle avait une structure à la fois canine et féline, mais elle était complètement différente. Elle était intelligente. Et l'aspect le plus humain d'elle était ses yeux. Ils étaient grands brillants et irradiaient une douce lumière dorée.
Il n'était ni sauvage ni féroce, mais plutôt empreint d'une profonde fatigue de l'âme que Billy croyait comprendre au plus profond de lui-même. Pendant longtemps, il resta là son kit de diagnostic à la main oublié. Un technicien scruté par un mythe. Le sort fut ensuite brisé par la voix sévère d'un garde nommé Harker. « Attrapez un tas de viande fraîche. »« Technicien, ne t'approche pas trop. Elle va en redemander et t'arracher le visage. » Billy ne lui prêta aucune attention. Il accorda toute son attention à la tâche en cours. Il ouvrit le panneau d'accès à côté de la cellule, avec des mouvements précis et efficaces. Conscient de ses yeux dorés qui le suivaient partout où il allait, il travaillait à stabiliser la connexion et à rediriger le flux d'énergie. Plus dérangeant que n'importe quel danger était l'intense et silencieux examen. Les autres gardes raillaient et faisaient des commentaires obscènes, mais Billy ne disait rien, son attention inébranlable. Les lumières vacillantes se stabilisèrent et le bourdonnement étouffant diminua lorsqu'il finit par sceller le panneau. Il se permit un dernier regard et son regard traversa le mur étincelant pour croiser le sien. Elle tressaillit et se tourna vers l'avant, ses oreilles pointues, aplaties contre son crâne, en présence des gardes, se concentrant sur lui avec une intensité qui semblait aller au-delà de la vue. Le couloir était relativement calme, maintenant que les gardes étaient partis, leur capacité d'attention aussi courte que leur tempérament. Elle parla pendant ce moment de silence, où le faible bourdonnement de la station servait de seul témoin. Avec un murmure bas et mélodique qui était étonnamment doux, elle chuchota « Pas comme les autres », un son qui semblait complètement déplacé dans ce monde de métal dur et d'hommes plus durs encore. Les mots, qui étaient une simple déclaration de fait, plutôt qu'une accusation ou une question, le captivèrent et le sortirent de sa résignation cynique. Pour le reste de son quart de travail, ces 5 mots résonnaient sans cesse dans sa tête, une mélodie particulière et surprenante dans la symphonie discordante de sa vie sur Tyros 9. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ses yeux fatigués et perspicaces et à la dignité silencieuse qu'elle conservait malgré sa souffrance continue. Dans sa captivité, il percevait un miroir de sa propre vie confinée, une expérience commune d'être pris au piège dans un système qui était bien au-delà de leur contrôle. Il ne s'était pas permis d'entretenir ce sentiment depuis longtemps, mais la rencontre avait semé la graine de quelque chose de dangereux dans le sol aride de son apathie. Compassion. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, cette graine a commencé à germer. Billy a commencé à chercher des excuses pour retourner au bloc de détention restreint, aussi ténu soit-elle. Recalibrer un réseau de capteurs sur le mur éloigné était nécessaire. Le contrôle climatique de ce secteur enregistrait des variations inhabituelles qui devaient être corrigées manuellement. Il se présenterait avec son équipement une tâche justifiable qui lui servirait de couverture et il travaillerait méthodiquement et lentement en gardant toujours sa position près de sa cellule. Il a commencé à introduire de la contrebande et de petites offrandes dans cet environnement stérile. Une fois parti, il laissait un paquet supplémentaire de nutriments, l'un des rares, avec une saveur de fruits synthétiques juste à sa portée sur le bord du panneau de service. Le placard de fourniture d'un officier était rempli d'une nouvelle cartouche d'eau. Les cadeaux n'étaient jamais directement reconnus par lui ou elle, mais ils disparaissaient toujours avant son retour. Ils étaient engagés dans une transaction silencieuse. Un petit geste non dit, à la fois un pont délicat de confiance, se construit. Il a découvert que son nom était Leila, grâce à un fichier de données auquel il a accédé tard, une nuit qui l'identifiait comme un atout biologique de grande valeur et indiquait que son espèce était l'icarienne. Elle était juste Ila pour lui. Et ils ont commencé à parler dans ces moments volés où les gardes se trouvaient à l'autre bout de leur patrouille. Leur langage secret parlé à l'ombre du point de fer de la corporation a commencé par des échanges de mots chuchotés et s'est développé en phrases brisées. Après avoir appris que la lumière rouge du phare irritait ses yeux, il a involontairement court-circuité son circuit lors d'une de ses visites, faisant briller le couloir d'une teinte de blanc bleuté beaucoup plus douce et uniforme.
Elle a découvert qu'il était un homme qui écoutait plus qu'il ne parlait et que malgré ses callosités liées au travail, ses mains étaient étonnamment douces lorsqu'il manipulait ses outils. Dans un lieu destiné à briser les esprits, un lien ténu et inaccessible se formait. Deux âmes se rebellent silencieusement contre le poids écrasant de l'univers. Des murmures brisés, à une riche tapisserie d'histoires partagées et de vérités déchirantes, leur conversation secrète devenait de plus en plus profonde. Les minutes volées entre les patrouilles de garde étaient utilisées pour tisser chaque fil. Billy parlait du monde stérile et brillant qu'il avait laissé derrière lui, des pressions oppressantes de l'ambition corporative et de l'acte coupable qui l'avait amené à cette épave à la lisière de l'espace connu. Un monde plein de vie, de vastes forêts anciennes, sous un soleil saphir et une civilisation qui coexistait paisiblement avec sa planète. Tout cela était décrit par Hila de sa voix basse et mélodieuse, alors qu'elle déroulait l'histoire de son peuple, les Liaren. C'était si différent de l'expérience de Billy que cela sonnait comme un conte de fées. Elle expliqua la relation symbiotique complexe que son peuple entretenait avec leur monde, ce qui leur permettait de ressentir la force vitale de la planète. Et il a commencé à réaliser que la profonde tristesse dans ses yeux dorés était le reflet d'une perte bien plus grande, bouleversante pour le monde, plutôt que simplement sa propre captivité. Les données froides et dures qu'il avait découvertes dans son dossier ont été confirmées lorsqu'elle a révélé la vérité sur sa capture. Il y avait d'abondantes ressources biologiques dans son monde. Les ressources étaient recherchées par la même entreprise qui possédait Tyros 9. Ils étaient arrivés en conquérants plutôt qu'en explorateurs. La surface de la planète est déchirée par leurs opérations minières à ciel ouvert. La forêt ancienne qu'elle décrivait avec tant d'amour était empoisonnée par leurs déchets industriels. La force militaire écrasante de la société a finalement été vaincue par le courage féroce et désespéré avec lequel son peuple s'était battu plutôt que par des armes sophistiquées. Elle était un fantôme vivant, hanté par les cris silencieux de toute sa civilisation et l'une des rares personnes à avoir survécu à la dernière destruction systématique de sa patrie. La désillusion silencieuse de Billy s'est transformée en un mépris brûlant à cette réalisation. La bureaucratie anonyme qui avait ruiné sa carrière n'était pas simplement sans cœur. La machine était un hideux instrument de génocide. Et la preuve vivante de sa dépravation était Layla. Quand il la regardait, il voyait une réfugiée, au lieu d'une simple prisonnière, le seul vestige d'un feu brillant que la corporation avait impitoyablement éteint. En raison de sa physiologie distincte, il a reconnu qu'elle était plus qu'un simple atout biologique de valeur. Elle était témoin et preuve d'un crime impensable. Il commença à réaliser que ce n'était pas une coïncidence qu'elle se trouve dans cette cellule de haute sécurité. Non seulement elle était prisonnière, elle était un bout de fil que la corporation devait soit contrôler, soit éliminer, un secret à garder. Il lui a demandé lors d'une de leurs conversations chuchotées pourquoi il l'avait amenée ici plutôt que de simplement la tuer avec le reste de son peuple. Une douleur presque physique à voir obscurcit ses yeux dorés. Elle dit « Je ne faisais pas que courir » d'une voix à peine audible au-dessus du bourdonnement des barres énergétiques. Elle a refusé d'entrer dans les détails sa foi, en lui étant encore une chose nouvelle et fragile, disant « Je protégeais quelque chose qu'ils veulent désespérément ». Cependant, la suggestion planait lourdement entre eux, un secret périlleux qui rendait sa présence continue une responsabilité pour leur redoutable adversaire. Billy n'était plus un sympathisant passif. Ses informations étaient à la fois un fardeau et un appel à l'action, le forçant à faire face au vide moral qui était apparu sous ses pieds. La finalité glaçante d'une sentence de mort prononcée par une chaîne de données cryptée plutôt que par un juge a marqué le point de rupture. Billy avait un accès temporaire de haut niveau aux transmissions entrantes et sortantes pendant qu'il était profondément dans le serveur central de la station, effectuant un diagnostic standard sur les relais de communication à longue portée. Alors qu'il parcourait les flux de code interminables, il était un fantôme dans la machine invisible aux administrateurs systèmes.
C'est alors qu'il le remarqua. Le gardien de la station a été alerté d'un message crypté de priorité 1. Sa tendance naturelle à l'autoconservation s'opposait à sa curiosité technique, mais l'idée d'Ila a finalement pris le dessus. Il a commencé un processus de décryptage difficile, une prestidigitation numérique, qu'il n'avait pas tenté depuis des années, son cœur battant contre ses côtes. Le message apparut sur son écran alors que le code se déchiffrait. Plus terrifiant que n'importe quel cri et son langage corporatif et stérile, un xénobiologiste infâme du nom de docteur dans 3 jours normaux, Harry Thorne, devait arriver sur Tyros 9. Thorne, un boucher qui prétendait que ses expériences étaient scientifiques, était tristement célèbre dans tous les systèmes extérieurs. Dans les sites noirs des entreprises et les cliniques de ruelles, son nom était murmuré avec terreur. Avec un addendum glaçant stipulant que l'actif devait être livré vivant et intact, car les recherches du docteur nécessitaient la vivisection de sujets vivants pour cartographier correctement ses traits neurologiques et physiologiques uniques, le message confirmait la vente de l'actif licarien à Thorne par le gardien pour une somme exorbitante. Sur l'écran, les mots étaient flous. Vivisection de sujets vivants. Elle respirait encore et ils allaient la disséquer morceau par morceau. Sa situation avait brusquement transformé une injustice abstraite en une horreur tangible et imminente avec un compte à rebours. Après avoir mijoté pendant des semaines, la désobéissance silencieuse de Billy a éclaté en un feu déchaîné de fureur protectrice. Il ne pouvait pas permettre que cela se produise. Il a refusé. Billy ne dormit pas cette nuit-là. Avec l'énergie frénétique d'un homme qui venait de déclarer une guerre solitaire, son esprit s'emballait alors qu'il passait d'un technicien désillusionné à un conspirateur réticent dans la solitude austère de sa petite cabine. Il était incapable d'utiliser la force ou des armes contre la corporation. Sa connaissance de l'infrastructure dégradée de Tyros 9 était sa seule arme. Il a affiché des schémas qu'il n'était pas autorisé à voir. Ses doigts glissant sur l'interface de son bloc de données personnelles. Il a identifié une fenêtre de 4 minutes entre les quarts de travail où le couloir serait vide en cartographiant les itinéraires des patrouilles de sécurité dans le bloc de détention. En comparant cela avec les registres de maintenance de la station, il a trouvé un sas de service désaffecté dans un secteur voisin qui avait longtemps été négligé par la direction de la station, mais qui était encore opérationnel selon son historique de diagnostic. Une petite porte rouillée qui pourrait mener à la liberté était leur seule voie d'évasion. L'accès était la dernière pièce du puzzle. La porte de la cellule elle-même était impossible à pirater pour lui. Les gardes utilisaient des cartes d'accès de bas niveau pour les principales portes blindées du couloir, qui étaient notoirement faciles à cloner malgré le fait que leur système était isolé et bien protégé. L'équipement de ces jours de techniciens juniors plus insouciants était caché. Le plan était audacieux, presque suicidaire, un réseau précaire de si et de peut-être. Mais un espoir désespéré et terrifiant commença à émerger alors qu'il regardait le plan se dérouler sur son écran. Il n'était plus seulement un concierge, il était serrurier fabricant de clés et peut-être un sauveur. Le lendemain, il vint à sa cellule avec une expression calme sur le visage qui dissimulait le tumulte intérieur. Il s'agenouilla près du panneau de service et fit semblant de lancer un diagnostic après avoir attendu que les gardes soient bas partis. « Lila », dit-il d'une voix basse et tendue. Il a exposé tout le plan en détails précis et urgents en disant « Ils viennent te chercher ». Le message qui a été intercepté le terrifiant Dr Thorne et le délai de 3 jours. Il lui a parlé du petit skiff de service qu'il voulait voler de la fenêtre de patrouille du SAS oublié et de la carte-clé clonée. Il ne lui a dit aucun mensonge, pas même sur leur mince chance de succès, ou la mort quasi certaine qu'ils affronteraient s'ils étaient découverts. Elle écoutait en silence complet, tandis que ses yeux dorés scrutaient son visage à la recherche de tout signe de malhonnêteté. Quand il eut terminé, le silence tendu persista. De petits actes de gentillesse, et non des risques de vie ou de mort, avaient été le fondement de sa foi en lui. Pourquoi ? Enfin, d'une voix basse, elle demanda. Elle avait posé la même question auparavant, mais cette fois-ci, elle était chargée d'implications pour leur avenir ensemble. « Pourquoi te mettrais-tu en danger pour moi ?»
Billy croisa son regard sans broncher, en regardant à travers les barres énergétiques scintillantes. Il répondit avec la vérité simple et dépouillée que personne ne devrait mourir dans une cage. C'était tout ce qu'il avait à offrir, et parce que tu mérites d'être rappelé pour plus qu'une ligne dans un registre commercial. Beaucoup de temps passa. Il vit la lutte dans ses yeux, la lutte entre la lueur d'espoir qu'il représentait et une vie de trahison. Finalement, elle hocha la tête lentement et pensivement. « Je t'accompagnerai, » dit-elle fermement. Son expression changea alors qu'elle se penchait plus près. « Cependant, votre plan est imparfait. Les capteurs optiques nous détecteront même si les gardes ne le font pas. Cependant, mon peuple possède un mécanisme de défense qui consiste à courber la lumière. » Elle ferma brièvement les yeux, et quand elle les rouvrit, sa forme sembla vaciller, ses contours distincts se fondirent dans le fond, un camouflage légèrement scintillant qui la faisait apparaître comme un fantôme dans une machine, une brume de chaleur. Elle murmura « Ce n'est pas parfait », alors que sa forme se solidifiait à nouveau. L'heure convenue arriva avec une terreur silencieuse et nauséabonde qui s'enfonça profondément dans les os de Billy. Mais cela pourrait être l'avantage dont nous avons besoin. Le destin de 2 vies reposait sur le bout de son index, alors qu'il était assis à un terminal de contrôle principal dans une sous-station abandonnée, ses doigts flottant au-dessus de l'interface. Dans la solitude de sa cabine, le plan lui avait semblé si audacieux et ingénieux, mais maintenant il lui semblait être une fragile maison de cartes qui s'effondrerait au premier signe de vent. Il a lancé la séquence, une série de codes méticuleusement écrits, conçus pour imiter une surtension dévastatrice provenant d'un générateur de secours. Chaque détail de sécurité possible est éloigné du bloc de détention par un fantôme dans la machine. Alors qu'il déclenchait la panne simulée, une carte de Heroes 9 affichait des alertes rouges clignotantes sur son écran plongeant un tiers de la station dans un crépuscule tumultueux et vacillant. Leur fuite désespérée était accompagnée par la symphonie discordante de la panique fabriquée alors que les alarmes retentissaient dans toute l'installation. Il a permis aux équipes de sécurité de se rassembler et de converger vers le point de crise fictif en 2 minutes. 2 minutes qui ont semblé durer une éternité. Chaque seconde est une éternité d'incertitude et d'anxiété. Après avoir pris une profonde inspiration qui n'a pas vraiment ralenti son rythme cardiaque, il a attrapé sa boîte à outils et s'est faufilé dans le chaos qu'il avait causé. Un technicien supplémentaire gérant une crise, un loup déguisé en agneau, naviguant à travers le troupeau terrifié. Ses pas étaient délibérés malgré le tremblement de ses mains, et il le menait loin de l'urgence simulée et vers le couloir froid et silencieux du bloc de détention restreint. Les alarmes de la station étaient étouffées et lointaines, alors qu'il entrait dans un silence étrange lorsque les portes principales s'ouvraient en sifflant grâce à la carte clé clonée. La fenêtre de 4 minutes s'était ouverte. Ses bottes résonnaient sur le pont métallique alors qu'il se dépêchait, le regard fixé sur l'extrémité lointaine du couloir où sa cellule l'attendait. Quand il y arriva, ses doigts étaient glissants de sueur alors qu'il tâtonnait brièvement avec le panneau de contrôle. Il inséra la carte clé dans la fente qui semblait réelle mais était complètement fausse. Et les barres d'énergie scintillantes qui avaient caractérisé la vie de Leila se sont retirées dans le plafond, laissant derrière elles une zone ouverte et non protégée accompagnée d'un sifflement aigu de l'hydraulique en dépressurisation et d'un gémissement sourd de métal en protestation. Pour la première fois, il n'y avait aucune barrière entre eux, alors qu'ils se tenaient dans la même pièce, respirant le même air recyclé. Une tension plus forte que n'importe quel champ d'énergie crépitait dans l'air. Il ressentit un puissant mélange de peur et d'émerveillement alors qu'elle atteignait sa pleine hauteur, une silhouette gracieuse et menaçante, ses yeux dorés croisant les siens. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, et elle dégageait une force silencieuse que la cage n'avait pu que contenir et non diminuer. Pas le temps pour les mots, pas le temps pour que l'importance monumentale du moment s'imprègne.
Un accord silencieux fut conclu au centre de la forteresse ennemie quand il hocha simplement la tête et qu'elle hocha la tête en retour. Dans une fuite désespérée à travers les veines métalliques de la bête, ils se déplaçaient à travers les couloirs de service de la station comme des fantômes. Avec sa forme tremblant sur les bords, Hila utilisa sa capacité de scintillement pour créer une distorsion fluide dans l'air qui aurait pu être une erreur de capteur ou un jeu de lumière. Billy prit les devants. Avec sa tablette de données à la main, il a coupé l'alimentation, désactivé les caméras de sécurité et déverrouillé des trappes de maintenance qui n'avaient pas été ouvertes depuis des années. Son expertise technique était sa seule arme. Les patrouilles de sécurité moins ordonnées et plus dispersées qu'ils ne l'avaient prévu passèrent 2 fois en cliquetant leurs lampes de poche, perçant l'obscurité avec des faisceaux tranchants et anxieux et leurs voix rauques. Les 2 fois, ils durent se figer dans l'ombre d'énormes tuyaux. Un garde s'arrêta lors d'une de ces quasi-misses, sa lumière jouant dangereusement près de leur cachette, la tête inclinée comme s'il avait entendu quelque chose. Hila était immobile, un fantôme de lumière et de chaleur, que les yeux du garde glissèrent directement par-dessus, et Billy retint son souffle, tout son corps rigide. L'instant était passé. Billy et Hila poussèrent un soupir de soulagement silencieux et frissonnant tandis que le garde se plaignait à son partenaire et qu'ils continuaient leur chemin. Au milieu du métal gémissant de l'eau qui goutte et de la sensation oppressante constante d'être surveillés par 1000 yeux électroniques invisibles, leur voyage était une progression nerveuse à travers les entrailles oubliées de la station. De manière inattendue, un point de contrôle de sécurité bien éclairé qui ne figurait sur aucun des schémas qu'il avait étudiés leur bloquait le chemin. Il était tout neuf, probablement installé suite à la dernière mise à jour à l'échelle du système et occupé par 2 agents de sécurité corporatifs portant une armure lourde, leur casque dissimulant toute identité humaine. Cela ne pouvait être évité. Billy a ressenti un bref moment de panique avant que sa rage et son désespoir ne prennent le dessus. Il avançait avec une confiance qu'il ne ressentait pas, murmurant à Hila. « Reste derrière moi, ne bouge pas, ne fais pas de bruit, juste scintille. » Son visage affichait une lassitude agacée, son badge d'identification accroché bien en évidence sur sa poitrine. Billy Croft, un technicien. Priorité 1 prend le dessus. Sa voix était de quelques octaves plus basse que d'habitude lorsqu'il aboya. Tout le réseau de diagnostic des secteurs inférieurs a été détruit par la surtension. Il y a 5 minutes, le directeur a demandé un rapport manuel. Ouvre cette putain de porte. Lentement et délibérément, l'un des gardes leva la main. Technicien, c'est un point de transit restreint. Sans une directive claire du pont de commandement, personne n'arrive. Le ricanement de Billy était un son d'indignation fabriqué. Espèce d'idiot, regarde mon bloc de données. C'est une question de commandement direct du gardien Mika. Tu veux être celui qui lui dira que sa station est en train de couler parce que tu étais trop occupé à suivre les procédures pour faire ton travail? Viens rester avec moi. De toute façon, je suis payé. Il poussa le pavé de données en direction du garde. L'écran défilait rapidement avec une chaîne de codes de diagnostic sans signification. Le garde s'arrêta, regarda son partenaire et ils échangèrent le langage commun des travailleurs de bas niveau qui ne veulent pas attirer la colère de leurs supérieurs. Le garde soupira à contre-cœur, frappa une console et la lourde porte s'ouvrit. Grongeant, « Bouge-toi », dit-il. Billy passa sans se retourner. Leila, une ombre silencieuse et hésitante derrière lui. De justesse, les 2 réussirent à passer à travers le filet. L'air était lourd de la poussière de la négligence lorsqu'ils arrivèrent enfin au secteur désaffecté. Le sas de service était une lourde porte circulaire rouillée exactement comme les schémas l'avaient décrit. Une grande roue à rayons qui semblait avoir été soudée par le temps lui-même servait de mécanisme de libération manuelle. Billy haleta après avoir saisi l'un des rayons. Malgré la tension sur ses muscles, il restait immobile. Ses pieds glissèrent sur le pont sale et il grogna d'effort. « Ça a grippé !» haleta-t-il sa voix rauque, de peur et de frustration. Hila s'avança silencieusement, ses longs doigts, fins,
encerclant le rayon à côté du sien. Il sentit la force inattendue dans sa prise, une force constante et latente qui semblait émaner de son être même. Elle murmura « Ensemble », d'une voix basse et réconfortante. Avec leurs forces combinées contre des années de détérioration, ils ont tiré ensemble. Pendant un instant horrible, rien ne se passa. La roue commença alors à tourner péniblement, pouce par pouce douloureux, avec un cri profond et gémissant de métal torturé. Jusqu'à ce que les boulons de verrouillage se rétractent finalement, avec une série de bruits forts et résonnants, ils travaillaient à un rythme désespéré, leur respiration se mêlant dans l'air froid. En poussant la lourde porte, ils virent une petite chambre claustrophobe et la noirceur étoilée de l'espace au-delà. Leur seul espoir était un petit et disgracieux skiff de service, un engin carré et pratique, amarré au hall extérieur. L'odeur d'ozone et de carburant rance emplissait l'air alors qu'ils montaient à bord. Afin de ramener à la vie les systèmes obsolètes du vaisseau, Billy se jeta dans le siège du pilote et passa ses mains sur le panneau de contrôle. Les alarmes de la station sont passées d'une alerte générale d'urgence à un cri perçant particulier, la sirène d'évacuation, juste au moment où les moteurs du skiff se mettaient en marche. Un moniteur à proximité affichait leurs visages marqués comme fugitifs. Leurs images étaient diffusées dans toute la station par le directeur qui avait un masque de rage violet sur le visage et offrait une énorme récompense pour leur capture vivant ou mort. Billy n'hésita pas une seconde. Quand il a actionné les commandes de libération, le skiff a décollé de Tyros 9 et s'est enfoncé dans le ventre chaotique et expansif de la station. Une ville flottante sans loi, pleine de hangars cachés de tas de ferraille et de toutes sortes de prédateurs. Le moment de soulagement fut de courte durée car la peur de la chasse prit rapidement sa place. La diffusion de la prime avait peint une énorme cible sur leur dos et le skiff de service était un remorqueur dans une mer de requins lents et maladroits. Ils avaient de la compagnie en quelques minutes. Les ombres d'un énorme cargo abandonné ont cédé la place à 2 vaisseaux de chasseurs de primes élégants et lourdement armés. Comme des yeux rouges de rage, leurs moteurs brillaient. Le tir laser manqua de peu leur cockpit alors qu'ils traversaient le vide. À travers les restes squelettiques de navires désaffectés et d'énormes montagnes de débris spatiaux, Billy lança le skiff dans une série de manœuvres désespérées. Ila servait de copilote avertissant des dangers avant qu'il ne soit détecté par ses capteurs rudimentaires grâce à ses sens aiguisés de l'icarienne. Au milieu du chaos, sa voix sereine servait d'encre inébranlable. Encore 2. Elle dirait « Côté tribord qui arrive vite ». Avec une intensité qui semblait pouvoir voir à travers le métal solide, ses yeux dorés scannaient le champ de débris. Cependant, ils étaient surclassés et dépassés. Leur moteur bâbord a été touché par un boulon de plasma, ce qui a provoqué un violent tremblement à travers tout le vaisseau et a rempli le cockpit de l'odeur piquante des composants électroniques en feu. Le système du skiff hurlait de protestation alors qu'il perdait le contrôle. Illy luttait avec les commandes, les nivelant juste assez pour diriger leur vaisseau endommagé vers un énorme astéroïde qui avait été creusé et contenait un grand chantier de récupération et de réparation. Le repère de Grise est un repère notoire de mécaniciens et de voleurs. Ils furent violemment secoués par l'impact alors qu'ils posaient le skiff brutalement sur une aire d'atterrissage couverte d'huile et de crasse. Avec un dernier gémissement pitoyable, les moteurs s'éteignirent, les laissant exposés et bloqués. Ils furent aveuglés par des projecteurs lorsque la verrière du cockpit s'ouvrit en sifflant et une silhouette apparut dans l'ombre d'une énorme grue à portique. Son visage était une carte routière de cicatrices. Son bras, une griffe hydraulique à plusieurs articulations, et sa chair tissée de cybernétique brute et puissante, faisant de lui une montagne d'hommes. C'était Grise, qui était sans aucun doute le souverain de ce royaume de ferraille. Leurs affiches de recherche étaient toujours affichées sur un écran scintillant derrière lui, et il tenait un énorme fusil à plasma pointé sur eux. « Ah, eh bien !» La voix rauque de Grise résonna à cause d'un modulateur de voix bon marché. « Regardez ce que le chat a ramené.
Vous deux, vous valez une fortune pour le directeur. Gardez vos muscles immobiles. » Il fit bouger sa griffe hydraulique, se préparant à les écraser. Leila, qui l'observait avec son regard intense et analytique, prit la parole juste au moment où il levait la main pour activer son unité de communication et réclamer son prix. Sa voix était ferme et claire, même si le fusil était pointé sur sa poitrine. Calmement, elle dit « Votre implant brachial souffre d'une boucle de rétroaction récursive. Il y a un désalignement dans le convertisseur de puissance. Vous devez souffrir atrocement tout le temps. » Sa main planait au-dessus du panneau de communication, alors que Grise se figeait, son œil visible se rétrécissant de surprise et de suspicion. Elle avait raison. Il gardait le secret de la douleur brûlante et persistante de son épaule dans un silence stoïque. Ila continua, sa voix un peu plus douce. « Je peux le réparer, indéfiniment. » La plateforme d'atterrissage était enveloppée d'un silence tendu et périlleux. Grise la regarda, balançant la fortune de la prime avec l'impossibilité de trouver du réconfort à sa souffrance quotidienne. Il y avait une lueur d'espoir désespéré dans ses yeux ainsi que de la cupidité. Finalement, avec un grognement bas de frustration, il abaissa le fusil. « Vous avez 1 heure, » grogna-t-il. Il dit « Tu répares ça » en tapotant son bras cybernétique. Grise les conduisit de la piste d'atterrissage sale à l'intérieur vaste de son atelier qui ressemblait plus au reste démonté de 1000 vaisseaux spatiaux différents qu'à un bâtiment. « Et je réparerai votre vaisseau. Si vous essayez quoi que ce soit, je vous éjecterai moi-même dans l'espace. Maintenant, entrez. » Les odeurs d'huile chaude, de métal ionisé et de quelque chose de vaguement organique que Billy ne pouvait pas tout à fait identifier remplissaient l'air. Un monument à des années de réparation désespérée et de rêves sauvés. Des blocs de moteurs massifs pendaient, comme des gargouilles métalliques, à des grues magnétiques. Des canyons labyrinthiques qui s'étendaient profondément dans le noyau de l'astéroïde étaient formés par des câblages emmêlés et des montagnes de ferraille, tandis que leur surface était marquée